Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Echo, le journal de l'économie. Voici les titres de cette édition. Washington a annoncé une longue série de chefs d'inculpation à l'encontre de Huawei. Le groupe chinois est au cœur d'un bras de fer diplomatico-judiciaire. L'Union européenne a adressé un refus clair à Theresa May concernant le Brexit. La première ministre britannique avait obtenu mardi un mandat pour ouvrir les discussions avec Bruxelles. Tu sais ce que ta femme a encore fait? Bonjour maman. Et sinon ça va, tu te plais au centre? Et en fin de journal, nous partirons au Sénégal, le pays de la Teranga qui a attrapé la fièvre des séries télévisées. C'est une révolution qui crée de nombreux emplois. Je vous le disais en titre, au cœur de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, il y a Huawei. Le groupe chinois de télécom cristallise l'attention et inspire la méfiance des pays occidentaux. La justice américaine a inculpé Huawei pour espionnage industriel et violation des sanctions contre l'Iran. Pékin dénonce une accusation politique destinée à étrangler les entreprises chinoises. Le point avec Olivier Weber. La mise en scène est solennelle, toute la puissance du système judiciaire américain contre une entreprise chinoise. Je vous annonce qu'un grand jury à Seattle a prononcé une inculpation pour l'accusation de 10 crimes fédéraux commis par 2 filiales de l'équipementier télécom Huawei. En 2012, Huawei a déployé des efforts concertés pour voler des informations à une société américaine. Les États-Unis accusent Huawei d'avoir cherché à copier en secret ce robot appelé Tapi, utilisé par l'opérateur américain T-Mobile pour tester des smartphones. Selon le département américain de la justice, des employés de Huawei auraient été jusqu'à dérober des pièces lors d'une visite d'usine. Les États-Unis construisent leur dossier contre Huawei depuis des années, accusant l'entreprise d'espionner pour le compte du gouvernement chinois. Des accusations toujours rejetées par Huawei. Le groupe est un champion national qui fait la fierté du pays, une entreprise privée chargée de porter les ambitions chinoises de conquérir le monde. Huawei est déjà le numéro 2 mondial des smartphones et prévoit de devenir numéro 1 l'année prochaine. Il est aussi un leader dans les nouveaux réseaux 5G qui devraient transformer la manière dont nous utiliserons Internet. Pékin estime que c'est pour cela que Huawei est pris pour cible par jalousie. Les États-Unis utilisent le pouvoir de l'État pour discréditer et attaquer certaines entreprises chinoises dans une tentative d'étrangler leurs opérations, qui sont légitimes et légales. Derrière tout cela se cachent de très fortes intentions et manipulations politiques. Lors d'une présentation en fanfare sur la 5G à Pékin la semaine dernière, les dirigeants de Huawei affichaient leur optimisme, avec de nouveaux contrats dans le monde, une hausse des revenus et des prévisions ambitieuses. Le fondateur du groupe, Ren Zhengfei, est sorti de son silence pour assurer que Huawei n'était pas sous le contrôle du gouvernement chinois. Mais avant de fonder son entreprise, il était ingénieur de l'armée chinoise, ce qui alimente les soupçons américains. Les problèmes de Huawei s'accumulent. D'abord, il y a eu l'arrestation au Canada à la demande des États-Unis de Meng Wanzhou, la directrice financière du groupe, mais aussi la fille du fondateur. Et maintenant, cette inculpation, elle intervient justement la semaine de la venue à Washington du vice-premier ministre chinois pour tenter de débloquer les négociations commerciales États-Unis-Chine. Washington assure que cette inculpation n'a rien à voir avec la guerre commerciale, mais Pékin ne le verra pas de cette façon. Et comme les États-Unis avec la Chine, le climat est de plus en plus tendu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cette fois-ci, c'est le Brexit qui pose problème. La première ministre britannique Theresa May a reçu le feu vert de son Parlement pour aller renégocier à Bruxelles l'accord de divorce avec l'Union européenne. Mais les Européens refusent de renégocier. À 2 mois du Brexit, le risque d'une sortie sans accord grandit, avec de sérieuses conséquences économiques. Certains craignent que les rayons des supermarchés britanniques se vident, comme nous l'explique Lamine Konkobo. Des fruits et des légumes tout frais, ça pourrait devenir une rareté au Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord.
Dave, grossiste, est plus que préoccupé. En réalité, je suis pétrifié. La chaîne d'approvisionnement pourrait simplement stopper et notre commerce en prendra un coup fatal. Mais qu'y a-t-il dans le magasin de Dave? Des champignons de Pologne, importés 3 fois par semaine. 24 heures, c'est trop dans la vie d'un champignon. Si c'est bloqué pendant 24 heures, ça va tout droit à la poubelle. Ces fraises viennent d'Espagne, 24 heures de blocage, et ça va à la poubelle. La plupart des produits frais sur le marché britannique est importé et 62% de fruits et légumes proviennent de l'Union européenne, selon de récents chiffres. Le Brexit divise dans de nombreux foyers. Le frère de Dave, Mike, propriétaire d'une ferme voisine, contrairement à son frère Dave, est optimiste. Il n'y a pas de souci à se faire, tout se passera bien. Il y va de l'intérêt de tous que tout se passe bien. Les Néerlandais veulent nous vendre leurs produits, les Français veulent aussi garder les portes ouvertes. Ça va aller. Et l'agriculture s'en portera mieux dans ce pays. Loin des espoirs et peurs, Joe ici se fait des réserves en nourriture. Seulement voilà, il lui est impossible de stocker des médicaments pour sa fille qui souffre d'épilepsie. Des médicaments pour beaucoup qui viennent de fournisseurs européens. Joe espère seulement que tout se passe bien. La raison pour laquelle je suis préoccupée, c'est que sans ces médicaments, très vite, Nora pique une crise. Nora ne peut pas rater ses médicaments. En tout cas, dans le quotidien de Joe et Nora, c'est facile d'anticiper l'impact d'un Brexit sans accord. 2 ans après le référendum, voilà une famille qui attend avec inquiétude les effets éventuels du choix du peuple. Le reste de l'actualité économique en bref. Revirement brutal de la Banque centrale américaine. La Réserve fédérale affirme qu'elle sera désormais patiente en matière de politique monétaire. Elle ne parle plus de nouvelles hausses de taux cette année aux États-Unis, alors que plusieurs hausses avaient été anticipées par les marchés. La Fed estime que l'économie américaine se porte bien, mais surveille le ralentissement de la croissance en Chine et en Europe, ainsi que le Brexit. Visite officielle d'Emmanuel Macron en Égypte. Le président français a demandé à son homologue égyptien de ne pas ignorer les droits de l'homme, une requête peu appréciée par Abdel Fattah al-Sisi. L'Élysée a également confirmé la signature d'une trentaine d'accords et de contrats commerciaux. Carlos Ghosn, lui, contre-attaque lors de sa première interview depuis son incarcération à Tokyo. L'ex-patron de Renault-Nissan se dit victime d'un complot. Selon lui, les dirigeants de Nissan ont voulu lui faire payer le projet de fusionner Renault, Nissan et Mitsubishi. Apple avait prévenu, les bénéfices du groupe ont chuté au 4e trimestre. Cela n'était pas arrivé depuis 10 ans. Apple a souffert d'une baisse des ventes d'iPhone, notamment en Chine. La firme à la pomme envisage de baisser le prix des iPhones hors des États-Unis. Le Sénégal, c'est le pays de la teranga, c'est incontournable. Mais depuis peu, le pays ambitionne aussi de devenir une terre de sitcom. Et pourquoi pas de concurrencer le Nigeria avec son Hollywood. Près d'une 50aine de séries télé ont vu le jour ces 3 dernières années au Sénégal. Un secteur audiovisuel en plein boom et qui crée de nombreux emplois. Regardez ce reportage signé Tatiana Mosso. Est-ce que ça marche ? Les séries télé africaines crèvent actuellement tous les écrans. Jusqu'à présent, c'était le Nigeria qui était le leader du secteur, mais un nouveau joueur vient d'entrer en scène. Tu sais ce que ta femme a encore fait? Bonjour maman. Et sinon ça va, tu te plais au centre? Oui, ça va. Attention, Delhi, Lagos et Ouagadougou, Dakar est dans les starting blocks et veut sa part du marché des séries. Mais encore naissant, le succès de ce secteur reste difficilement quantifiable. Le baromètre que nous avons n'est pas un baromètre technique, il est un baromètre sociologique. Ça tourne. C'est la vie enregistre une audience de 100 millions de personnes à travers le monde. Parmi les raisons de ce succès, leur proximité avec le public. Le fait de regarder à la télé et de se dire ah oui, pour une fois c'est pas une indienne ou alors c'est pas une blanche, c'est une sénégalaise, c'est une fille noire. Mais si le public est au rendez-vous, le financement ne l'est pas forcément. C'est pas facile, du coup les dépenses sont énormes. Et pour un épisode, par exemple, si tu fais les moindres potes et tout, ça varie entre 300 et 300 000 CFA. Les chaînes proposent des partenariats à hauteur de 50-50, mais bien souvent, les sociétés de production disent ne pas s'y retrouver financièrement. Les sitcoms et les telenovelas rapportent souvent beaucoup de publicité. Mais ça ne suffit pas pour alimenter, pour faire tenir une chaîne de télévision.
Des intrigues de bureau à la polygamie en passant par le VIH-Sida, aucun sujet n'est tabou pour nos petits écrans. Comme le cinéma, pas facile de vivre de l'industrie du textile en Afrique, dans un secteur inondé par les importations étrangères bon marché. Mais il y a des entreprises qui résistent, comme ici en Zambie, où Sidi Clothing fabrique des uniformes d'enfants depuis des générations. Léon Ouedraogo. Kajal Vagela joue un rôle clé au sein de l'entreprise City Clothing, implantée à Lusaka et gérée de père en fils depuis maintenant 2 générations. Nous n'avons pas de chaîne de montage, donc on fait tout en groupe. Ceux qui confectionnent les costumes sont dans cette section et l'autre, c'est pour les tenues scolaires. Ici, on trouve toute une gamme de blouses, de tenues de travail et militaires et même des cordons bleus. C'est fort possible que la tenue que vous auriez achetée en Zambie ait été confectionnée ici. Voici la première usine inaugurée dans les années 1960. Je jouais là, sur les balles de tissu avec mes amis. Kajal a grandi dans l'usine de ses parents. Il faut dire que c'est en 1962 que City Clothing a été créé sous l'impulsion de son père, Chandrakant. Survival was quite a lot of hard work. C'était difficile de survivre. Difficile dans ce sens qu'il n'était pas suffisant de travailler de 8h à 17h et de rentrer ensuite à la maison. Des fois, il fallait aller jusqu'à 21h pour s'assurer d'être prêt pour la clientèle à la levée du jour. Aujourd'hui, toute ma famille est impliquée dans l'entreprise. Cependant, malgré l'ancienneté de l'entreprise, elle doit aujourd'hui affronter la rude concurrence dans le secteur du textile en Zambie, notamment en raison de l'importation d'articles bon marché. Pour en assurer la pérennité, Kajal estime qu'il est nécessaire de s'adapter aux changements. Il faut tenir compte du look moderne zambien. Par exemple, les tenues en wax et les manches courtes, c'est classique en Zambie, mais il faut toujours une touche particulière. Une pilule intelligente pour l'estomac, des robots ou encore une moto électrique. C'est au menu de Click, la rubrique technologique. Click est présentée cette semaine par Lamine Konkobo. Commençons avec cette remarquable invention du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts aux États-Unis, une pilule malléable qui peut servir de vaisseau pour explorer l'intérieur de l'estomac. La pilule peut demeurer opérationnelle dans l'organisme pendant au moins 1 mois. Elle peut capter des données permettant de dépister le cancer, les ulcères et autres problèmes de santé. Pour le sortir de l'organisme, le patient n'aura qu'à boire une solution de calcium qui provoque la dissolution de la coque gélatineuse de cette pilule. Et un autre groupe de chercheurs du MIT a enseigné à un robot les règles et la pratique d'un jeu appelé Jenga, un jeu qui nécessite une bonne dextérité. Contrairement à la coutume, l'entraînement du robot ne s'est pas fait via une assistance par ordinateur. L'équipe s'est adonnée au jeu, laissant au robot le loisir d'apprendre de lui-même. On l'a présenté comme une première mondiale, une moto électrique imprimée en 3 dimensions. Et c'est du fabricant Big Rep, leader mondial dans le domaine de l'imprimerie 3 dimensions. À l'exception des composantes électriques, tout a été imprimé, y compris les pneus et le cadre. La fabrication de la moto appelée Nera a nécessité 3 jours de travail pour un coût d'à peu près $2 600. La Nera n'est encore pas disponible sur le marché. Enfin, direction Pékin, où une chaîne réputée pour ses services hotspot a inauguré son premier restaurant assisté par robots. Aux côtés du personnel humain, des robots aident à préparer dans la cuisine et à apporter les plats à la clientèle. La chaîne Haidilao entend vulgariser le concept et le répliquer à travers tous ses points de vente, bien entendu si l'essai s'avérait concluant. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment au Niger sur Saronia TV. Bonne soirée à tous et bonne fin de week-end.